Donc, on va démarrer ce webinaire qui va concerner un sujet un peu particulier qui est la désignation d'un mandataire judiciaire professionnel indépendant dans le cadre d'un mandat de protection future. Et donc, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Thomas Laurent, qui exerce la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs indépendants et qui est également président de la Fédération des mandataires judiciaires indépendants de Normandie, vice-président de la FNMJ et qui pilote la commission qui a été créée par la fédération sur le mandat de protection future. Alors, quant à moi, je suis Mélanie Parnot, je suis avocate et je suis présidente de la société Droit Quotidien LegalTech, qui est une société qui a dédié son activité au mandat de protection future notarié. L'idée, c'est que je vais rappeler, pour commencer, ce qu'est un mandat de protection future. Je pense que l'essentiel des personnes qui sont présentes ici connaissent le mandat de protection future, mais comme je sais qu'il y a quelques particuliers qui se sont inscrits à ce webinaire, je tiens à préciser que le mandat de protection future est un contrat que je vais signer quand j'ai toute ma tête et dans lequel je vais désigner quelqu'un pour me représenter pour le cas où un jour, malheureusement, je me retrouverai en état compte tenu d'une altération de mes facultés physiques ou mentales, je ne serai plus moi-même en capacité d'agir par moi-même. Et donc, c'est l'équivalent d'une tutelle, mais qui est contractuelle, qui va me permettre de désigner quelqu'un pour me représenter. Évidemment, cette personne que je désigne va signer le contrat avec moi, parce que je ne peux pas la désigner sans qu'elle le sache. Donc, c'est un contrat qui est décidé avec, on peut désigner un ou plusieurs mandataires. Voilà, donc habituellement, quand on parle de mandat de protection future, on va plutôt penser à la désignation d'un proche, son conjoint, ses enfants, pour être mandataire de protection future. Mais d'expérience, on le sait, il y a de nombreuses personnes, soit qui sont totalement isolées, soit qui sont fâchées, en rupture avec, voilà, ou dans une situation familiale un peu difficile. Et donc, dans ce cas-là, elles sont parfois un peu démunies en matière de, de désignation, de rédaction de leur mandat de protection future. Et donc, la question est de savoir, est-ce que je peux désigner un professionnel éventuellement pour être mon mandataire de protection future? Et ce que prévoit le Code civil en la matière, c'est qu'il y a une grande liberté, puisque le mandant peut choisir toute personne physique. Donc, ça veut dire qu'il est assez libre, évidemment, il faut que la personne accepte, mais après, il est assez libre de choisir tout type de personne. Donc, toute personne physique, ça peut évidemment inclure un mandataire judiciaire indépendant. Alors, on peut aussi désigner une personne morale, mais dans ce cas, il faut obligatoirement que ce soit une association tutélaire, puisqu'il faut qu'elle soit inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Voilà, donc il s'avère que dans de nombreuses des situations non négligeables, ça peut vraiment avoir du sens de désigner un mandataire judiciaire indépendant, mais la question qui se pose est de savoir comment ça se passe si je veux désigner un mandataire professionnel et avant tout, peut-être bien comprendre, bien rappeler ce qu'est un mandataire judiciaire indépendant. Donc, Thomas, je te laisse évidemment le soin de nous rappeler ce qu'est, même si probablement plein de personnes ici le savent déjà, mais c'est peut-être important. Il y a certaines personnes qui ne sont pas mandataires judiciaires indépendants dans ce Oui, webinaire. oui, parce que je vois quelques noms connus dans la liste, donc je ne vais pas leur faire l'affront d'expliquer ce que c'est que leur métier quand même. Mais au moins pour les autres, voilà, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Évidemment, on est auxiliaire de justice, même titre que d'autres professions qui gravitent dans le juridique, comme les commissaires de justice, les avocats. Et ça signifie concrètement qu'on concourt au bon fonctionnement du service public de la justice en exerçant les mesures de protection pour lesquelles le juge des tutelles nous mandate. À savoir les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, simples, renforcées, et jusqu'aux mesures de tutelle. Évidemment, on n'exerce pas les mesures d'habilitation familiale, puisque par définition elles sont réservées aux familles.
pour expliquer un petit peu nos compétences justement et l'intérêt des mandataires, l'intérêt que ce soit des mandataires judiciaires professionnels qui puissent exercer le mandat de protection future. Effectivement, le deuxième point le prévoit bien, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à une formation obligatoire continue. Alors, qui entre en vigueur officiellement au 1er janvier 2027, mais en fait, c'est une obligation de formation à laquelle déjà beaucoup de mandataires s'étaient astreints, et notamment à travers aussi le pôle de formation qui a été développé par la FNMJ. On a des modalités d'accès à la profession qui sont encadrées assez strictement, hein, puisque n'importe qui ne peut pas s'installer demain mandataire judiciaire à titre individuel comme il le souhaite. Il faut il faut déjà qu'il y ait un appel à candidature qui soit publié par la préfecture et qui prévoit un certain nombre d'agréments qui vont être ouverts. Et ensuite, il faut passer devant une commission qui valide ou non votre candidature. Donc, hein, c'est une commission qui est composée notamment de représentants de magistrats, représentants du procureur de la République, représentants de tous les modes d'exercice, représentants des directions départementales des DES, hein, de l'économie, du travail et des solidarités. Donc, voilà, il faut quand même montrer patte blanche avant de pouvoir obtenir un agrément pour exercer à titre individuel. Et enfin, on est soumis évidemment à une réglementation éthique qui aujourd'hui est en train d'être définie encore plus précisément que ce que ça pouvait être le cas jusqu'à aujourd'hui, puisque ça fait l'objet de travaux nationaux dans le cadre des dispositions de la loi Bien vieillir de 2024 qui prévoyait justement que les fédérations représentatives des mandataires judiciaires devait établir une charte éthique et déontologique. Et donc, il y a des travaux qui sont en cours pour justement établir concrètement cette charte éthique. Donc, en résumé, ne deviens pas mandataire judiciaire indépendant n'importe qui, et c'est quand même un gage on va dire, de compétences et d'honorabilité. En principe, j'ai envie de dire, voilà, quand on désigne quelqu'un qui est mandataire judiciaire indépendant, qui a été choisi, c'est qu'il sait, il connaît le métier, il sait l'exercer et que il est très probablement, voilà, c'est une personne qui est suffisamment honnête pour qu'on puisse lui faire confiance. Alors, je me permets d'insister sur ce point parce que c'est vrai que des fois, il y a une vision un peu, voilà, pas toujours claire. Les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est ce métier, et donc on ne devient pas comme ça du jour au lendemain un mandataire. C'est vraiment euh, un métier qui est en plus très contrôlé finalement, puisque voilà, vous vous rendez compte de toutes les démarches que vous faites auprès aujourd'hui de professionnels qualifiés. Donc, c'est voilà, si tu peux. Oui, et puis aujourd'hui, effectivement, on a toute notre légitimité pour être désigné dans le cadre des mandats de protection future. Alors, à partir du moment où le principe de priorité familiale ne peut pas être respecté, hein, mais à partir du moment où voilà, il n'y a pas de proche en fait, pour le mandant qui puisse exercer le mandat de protection future, aujourd'hui, en fait, qui d'autre qu'un mandataire professionnel aurait être vraiment compétent pour exercer un mandat de protection future. On a du mal quand même à imaginer qui d'autre ça pourrait être, dans la mesure où en fait c'est notre métier concrètement. Alors, Oui, tout notre à métier c'est fait. les mesures judiciaires, mais un mandat de protection future, c'est finalement un cadre, enfin c'est assez similaire aux mesures judiciaires en enlevant un certain niveau de lourdeur et surtout en pouvant anticiper et prévoir à l'avance ce qu'on voudra pour sa vulnérabilité future. Donc, ça présente un intérêt à différents niveaux. Et peut-être d'où vient un petit peu la confusion parfois chez certains mandataires, puisque je vois qu'il y en a certains dans ceux qui participent, c'est que le texte de l'article 480 du Code civil prévoit toute personne physique ou alors une personne morale mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et en fait, on a l'impression, alors si on a une lecture un petit peu légère, que finalement, les seuls mandataires judiciaires professionnels qui peuvent exercer sont les personnes morales. Évidemment, ça c'est pas ça que veut dire le texte, mais en fait, comme les mandataires judiciaires à la protection des majeurs de manière générale ne sont pas visés spécifiquement dans le texte, j'ai l'impression que pendant un certain temps, il y a eu une forme de confusion où des mandataires judiciaires individuels ne se sentaient pas forcément légitimes pour se positionner sur ce genre d'activité, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout exclus, au contraire. Au contraire, ouais. Nous, aujourd'hui, c'est un peu, on va dire, la profession qui nous semble la plus euh, logique
à mobiliser quand on est dans des situations effectivement où on n'a pas d'option familiale ou proche. Donc, je sais que c'est un sujet que, voilà, au niveau de la fédération, il y a une démarche qui est engagée. Alors je te laisse peut-être nous expliquer un peu quelle est la démarche. Oui, bah, en fait, tout est parti d'un constat euh, un constat et un besoin en fait, hein. C'est-à-dire qu'on a le constat, c'était évidemment que on commençait à être de plus en plus sollicité en tant que mandataire individuel par des notaires ou même par des personnes, euh, par des particuliers directement pour être désignés pour exercer ce type de mandat et que finalement on était tous dans une situation assez inconfortable du fait du caractère conventionnel et du fait qu'en fait on pouvait un petit peu prévoir ce qu'on voulait. Et ça, en tant que mandataire judiciaire qui exerce des mesures judiciaires, on n'est pas habitué à avoir cette liberté. Et donc, en fait, cette commission, elle a été créée. On est plusieurs mandataires. On travaille du coup maintenant avec vous. On travaille avec aussi une association qui s'appelle Notaire au cœur des familles pour pouvoir construire en fait aussi collectivement une méthodologie d'exercice des mandats de protection future, à la fois une fois le mandat activé, mais aussi et peut-être surtout avant l'activation, c'est-à-dire savoir comment se déroule une première rencontre, comment on construit le mandat de protection future avec le mandant et avec le notaire, évidemment, dans le cadre d'un mandat de protection future notarié. On s'est aperçu aussi que du côté même des mandants, ou du côté des notaires, du côté des gens qui peuvent prescrire un mandat de protection future, ils n'avaient pas de solution pour savoir à qui s'adresser. Donc en fait, hormis la liste de tous les mandataires judiciaires sur un secteur donné, euh, voilà, les notaires, ils peuvent être assez démunis sur le fait de savoir quel mandataire accepte ou non de faire des mandats de protection future, parce qu'il y a aussi cette problématique-là. Oui, les mandataires individuels peuvent faire des mandats de protection future, mais encore une fois, c'est conventionnel, donc il faut surtout, avant tout, qu'ils acceptent de le faire. Et voilà, ça peut paraître extrêmement fastidieux de devoir appeler tous les mandataires sur une liste de 30, 40, 50 mandataires. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un annuaire spécifique où en fait, qui serait consultable par les particuliers, par les notaires, par toutes les personnes qui peuvent avoir à prescrire à un moment ou à un autre un mandat de protection future, et de se dire que les mandataires, la liste pardon, des mandataires qui figurera dans cet annuaire, vous serez sûr de tomber sur un mandataire qui accepte de faire un mandat de protection future et qui sait comment faire. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, nous, avec Elodie, on a fait l'exercice d'essayer de contacter des mandataires. Et souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas de coordonnées, en fait. C'est En tout plus, bête, hein, mais on a du mal à trouver des numéros de téléphone et même des mails parfois. Et donc, si on s'en tient aux listes qui sont diffusées officiellement, on n'a pas forcément, c'est finalement presque, enfin, c'est assez difficile. Et j'imagine qu'il y a des gens comme nous qui ont eu la démarche de contacter la fédération pour pour demander des noms, quoi. Donc, au final, c'est aussi répondre organiser un besoin qui s'exprime, on va dire, sur le terrain, quoi. absolument. Et donc, après, sur le type de mission à confier au mandataire, alors là, je me permets juste de dire qu'il y a plein de possibilités. Parce qu'en fait, on peut désigner un mandataire professionnel, bien sûr, pour être le mandataire de protection future principale, ou le mandataire de protection future remplaçant. D'ailleurs, en général, nous, c'est ce qu'on préconise. On va dire aux personnes, ne désignez pas qu'un seul mandataire, désignez toujours au moins un remplaçant. Parce que si votre mandataire principal, il est plus disponible, il faut que le remplaçant puisse prendre le relais. Donc, c'est vrai que du coup, ça veut dire que si j'ai qu'un seul, si je, par exemple, je veux désigner un de mes enfants, mais c'est le seul, mais on peut tout à fait envisager désigner en remplaçant un mandataire professionnel. Ensuite, évidemment, je peux désigner mon mandataire de protection future un MJPM, donc un mandataire judiciaire indépendant pour la totalité des sujets, mais je peux aussi choisir de le désigner que pour la personne ou bien que pour les biens, en répartissant, par exemple, en disant ben, je vais désigner mes enfants pour la protection de la personne et je vais désigner un mandataire professionnel pour la protection des biens, parce que il y a des situations, il y a des conflits sur mes biens, et donc voilà, je préfère ne confier la protection des biens je préfère confier la protection des biens à un professionnel pour éviter qu'il y ait des craintes sur des abus quelconques. Et après,
ben, on peut désigner un mandataire judiciaire comme contrôleur ou bien comme mandataire ad hoc. Un mandataire ad hoc, ça peut vraiment avoir du sens parce que vous savez que si jamais vous désignez par exemple un de vos enfants et que vous vous retrouvez, votre conjoint et un de vos enfants par exemple, et que vous vous retrouvez être euh, euh, dans la même succession, par exemple votre conjoint est décédé et c'est votre enfant qui est votre mandataire de protection future, ben, votre enfant va être héritier au même titre que vous en tant que et conjoint de la personne décédée. Et ce qui fait que là, l'enfant pourra difficilement, il ne pourra pas d'ailleurs, suite à une position d'intérêt, il ne pourra pas représenter à la fois se représenter lui-même et enfin être là pour lui-même et en même temps pour vous. Donc ça veut dire qu'il faudra une tierce personne. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ça, voilà, et ça peut avoir du sens de désigner un mandataire professionnel. Je ne sais pas, Thomas, ce que tu en penses. Est-ce que, voilà, comment tu vois les choses par rapport à ces différentes typologies de missions? Est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées pour des mandataires professionnels de ton point de vue? Oui, 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 bah, ça fait exactement partie des choses qu'on a envisagées, pas simplement sur le premier niveau, hein, c'est-à-dire sur l'exercice en tant que tel, mais sur déjà la question des désignations en cascade, avec toujours l'idée évidemment d'un mandataire initial qui pourrait être éventuellement un proche, mais en cas de défaillance du proche, et ben, toujours prévoir un mandataire ensuite en remplacement, et à ce moment-là qui pourrait être un professionnel. Moi, par exemple, là, j'ai été contacté pas plus tard que la semaine dernière par un couple qui a débarqué à mon bureau, en fait, concrètement, sans rendez-vous, et qui m'expliquait qu'ils avaient trouvé peut-être éventuellement un neveu pour exercer la mesure de protection, mais que c'était pas du tout sûr parce qu'il était loin et qu'ils aimeraient bien éventuellement quelqu'un pour le remplacer lui, si bah, il peut pas exercer le mandat le jour où le mandat est activé. Et à minima, alors ça, ils n'avaient pas notion de la question de contrôle. Donc c'est moi qui leur ai expliqué que c'était aussi quelque chose de possible, puisque le Code civil prévoit qu'en principe, le mandat, pardon, doit prévoir les modalités de contrôle. Tout à Euh, fait. et c'est là, je fais une petite parenthèse, peut-être qu'il y a des notaires qui nous regardent pour peut-être faire justement enfin, toucher un mot sur la question de la responsabilité du notaire dans justement le contrôle du compte de gestion et dire que la Cour d'appel de Paris s'était prononcée il y a quelques années justement sur le sujet en expliquant que n'était pas exigé du tout du notaire un contrôle approfondi et qu'en fait le notaire il devait se positionner d'abord comme un relais vers le juge des tutelles de constats de défaillance qui auraient été du coup relevés, mais par le contrôleur. D'où l'importance de désigner quelqu'un pour contrôler le compte de gestion en tant que tel, et de sorte à ce que la responsabilité, ou en tout cas que les notaires n'aient pas l'impression que la responsabilité du contrôle pèse sur leurs épaules, puisqu'en fait, alors je sais que la rédaction dans le Code civil est un peu douteuse, mais pour le coup, voilà, la jurisprudence s'est prononcée sur le sujet, et quand on y regarde de plus près, il faut prévoir des modalités, par exemple par analogie avec les mesures judiciaires, hein, désigner un professionnel qualifié, désigner un autre membre de la famille pour contrôler les comptes de gestion, et à ce moment-là, en fait, le notaire, il se contente en quelque sorte d'être un relais, mais on n'exige pas du notaire stricto sensu une mission de contrôleur de comptes de gestion. Oui, je confirme tout à fait cette position. D'ailleurs, il y a beaucoup de notaires maintenant qui ont pris en compte cette interprétation et qui désignent voilà, qui peuvent désigner soit des proches, soit évidemment des professionnels, et notamment des personnes qui figurent sur la liste des professionnels qualifiés. Et or, il y a des mandataires judiciaires indépendants qui sont inscrits sur la liste des professionnels qualifiés et qui peuvent jouer ce rôle. Et moi, je dirais qu'il y a quand même un point à compléter il y a la partie contrôleur pour la protection des biens, mais il y a aussi contrôleur pour la protection de la Oui, personne. Et ça, oui, pour oui, le oui. coup, il n'y a pas mieux qu'un MJPM, à mon avis, qui connaît bien le sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais d'assurer ce contrôle-là. Notamment, oui, pour ce qui va concerner l'exercice des droits personnels, c'est des questions un peu techniques sur la prise des décisions médicales. Et à minima, l'éclairage du mandataire et en même temps son contrôle peut vraiment être bénéfique, je pense, aussi pour garantir tout simplement le respect des droits et de la volonté des personnes protégées. Pour pas justement que
le mandataire, excusez-moi, celui qui exerce le mandat en tant que tel, n'abuse tout simplement, hein. Pas forcément avec mauvaise intention, hein, mais tout simplement par méconnaissance des textes, parce que nous, en tout cas en tant que professionnels, on le rencontre au quotidien quand on est sursollicité parfois par notamment des médecins ou des équipes médicales par rapport à la question de la prise de décision médicale. Alors, effectivement, les dispositions légales, elles ont aussi beaucoup changé ces derniers temps. Tout le monde ne pratique pas tout à fait de la même manière. Mais aujourd'hui, le cadre, il est quand même assez clair. C'est qu'on doit systématiquement, peu importe le type de mesure, consulter, s'interroger sur la capacité de la personne à s'exprimer ou non. Peu importe qu'il y ait une mesure d'assistance ou représentation pour les actes personnels, pour la prise de décision médicale, à chaque fois, on doit se poser la question si pour un acte particulier, la personne n'est pas en capacité tout simplement de prendre la décision toute seule. Et ça, aujourd'hui, oui, mettre un mandataire professionnel en tant que contrôleur pour les actes personnels, ça peut avoir cet avantage-là, c'est de garantir la préservation des droits et de la volonté des personnes protégées, des mandants. Donc voilà, il y a plein, et finalement, il y a quand même une grande palette de missions qu'un mandataire judiciaire indépendant peut accepter. Et donc, ça vaut le coup de les intégrer, à mon sens, dans pas mal de mandats. Ne serait-ce à minima que pour le mandat ad hoc, parce que c'est vrai que on va régulièrement, si on désigne des proches, on va régulièrement se trouver dans une situation d'opposition d'intérêt. Donc, vraiment, il y a une place assez légitime au MJPM de ce point de vue-là. Alors, du coup, si on reprend concrètement, voilà, j'ai un couple qui veut se désigner réciproquement, mais qui veut aussi mettre en co-mandataire un mandataire professionnel, par exemple. Comment ça va se passer, Thomas, pour prendre contact? Comment tu imagines les choses une fois que les choses seront bien mises en place? Oui, bah, ouais, parce que là, aujourd'hui, c'est un peu vide, total. C'est ce qu'on a évoqué au début. L'idée, c'est que demain, à très court terme, alors pour avoir à peu près une idée des échéances qu'on se donne, là, on est en train de voir les modalités d'application pratique, de création de cet annuaire au niveau informatique. Et l'idée, c'est que d'ici la fin de l'année, pour la rentrée, on va dire, de septembre, histoire d'avoir expérimenter un petit peu le processus. Pour la rentrée de septembre, on ait ce fameux annuaire de disponible. C'est-à-dire que demain, on va dire concrètement, pour un particulier, un notaire ou n'importe qui souhaiterait chercher un mandataire de protection future, on va l'appeler comme ça, ou un MJPM individuel qui fait des mandats de protection future, on aura un annuaire, donc il suffira tout simplement d'aller sur un site dédié qui sera rattaché au site internet de la FNMJI, de cliquer sur « Je cherche un mandataire judiciaire » et ensuite cliquer sur un secteur, une région, un département et vous aurez à ce moment-là la liste des mandataires qui acceptent et qui sont formés surtout à notre méthodologie et qui sont formés à la conclusion, à la construction d'un mandat de protection future et à son exercice. Son exercice, j'ai envie de vous dire, on est déjà formé par essence en tant que MJPM, mais c'est plutôt pour concernant la construction et la méthodologie avant activation, où là, on est vraiment en train de construire quelque chose pour soutenir les adhérents de la FNMJ et les MJPM. Donc voilà, dans l'idéal, d'ici quelques mois, c'est comme ça qu'on pourra faire pour faciliter la recherche de mandataire judiciaire. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, pardon. Et du non, coup, mais je m'étais arrêté là-dessus. Oui, ok. Et comment ça se passe à partir du moment où voilà, où tu as été choisi comme mandataire, par exemple, et c'est quoi, du coup, comment ça se passe pour la rédaction du mandat, sa signature? Donc, l'idée dans la méthodologie et dans le processus qu'on a imaginé, c'est de pouvoir organiser une première rencontre. Alors, soit avec le notaire, soit sans le notaire. Disons que ça va dépendre un petit peu de qui prescrit le mandat initialement. Voilà, si c'est le notaire, c'est ce que j'ai eu par exemple il n'y a pas très longtemps, proposer un rendez-vous tout simplement avec le mandant ou le couple, parce que là, dans les situations que j'ai eues, c'est aussi des couples en fait qui viennent et qui souhaitent se désigner en priorité l'un et l'autre, et qu'en cas de défaillance de l'époux, il y a un mandataire professionnel. Mais tout ça pour dire que voilà, un premier rendez-vous pour connaître un petit peu la situation, pouvoir déjà orienter, préconiser des solutions. Est-ce qu'il faut
penser à justement un mandataire ad hoc? Est-ce que c'est pas, plutôt que de désigner un mandataire principal, un mandataire professionnel, déjà peut-être tout simplement, dans le cadre d'un couple, se désigner respectivement comme mandataire principal et puis ensuite imaginer des désignations en cascade et pourquoi pas désigner quelqu'un pour contrôler. Donc voilà, un premier rendez-vous avec ou sans notaire. Ensuite, un temps d'échange, encore une fois, entre mandant, notaire et MJPM pour construire le contenu du mandat. Donc ça nécessitera forcément un échange, enfin plusieurs échanges réguliers pour construire le contenu du mandat, protection des biens, protection de la personne. Et ensuite, signature chez le notaire, tout simplement. Au bout de peut-être quelques mois, hein, parce que faut pas imaginer, à mon sens, signer un mandat de protection future in extremis. Voilà. Quelqu'un qui est déjà malade, qui a déjà une forme de reconnaissance de perte de ses facultés mentales médicalement constatée et qui voudrait, comme ça, du jour au lendemain, signer un mandat de protection future. En tout cas, nous, la manière dont on le conçoit et ce qu'on préconisera, c'est évidemment de refuser de signer un mandat de protection future dans ces circonstances, puisque par définition, l'altération, elle est déjà présente. En fait, si c'est pour tout simplement être une stratégie d'évitement d'une mesure judiciaire, c'est vraiment pas l'idée du mandat de protection future, c'est vraiment de le penser quand même Oui. en amont de la vulnérabilité. Vous serez tous vigilants à vous assurer que c'est pas un détournement de la réglementation Oui, c'est quand même sur l'idée, la oui. protection judiciaire. Et du Et coup, donc, tout ça, ça va être facturé? oui, alors on est en train de travailler, de finaliser une grille tarifaire. Ce sera une tarification concrètement à l'heure, hein. Et nous, ce à quoi on s'engagera concrètement, c'est que tous les mandataires qui vont être inscrits sur notre annuaire respectent cette grille-là. En tout cas, qui sera considérée comme un maximum. Nous, on l'a pensé par analogie avec ce qu'on appelle les émoluments exceptionnels, c'est-à-dire les missions qui sortent du champ de l'exercice normal d'une mesure de protection et qui justifient une rémunération supplémentaire. Et donc, c'est une tarification à l'heure basée sur le SMIC et basée sur 15 fois le montant horaire du SMIC, donc c'est autour de 140 euros. Pour avoir en fait une référence tout simplement légale, on s'est basé là-dessus en tant que maximum et ensuite, voilà, libre à chaque mandataire d'adapter le coût de son intervention en fonction de la complexité de ce qu'il peut demander, et de la construction du mandat. Super. Et du coup, à partir du moment où le mandat est signé, comment ça se passe avant activation du mandat? Et en quoi justement tu as pu trouver que le coffre numérique Alix Accompagne pouvait avoir du sens sur cette étape-là en fait? Alors oui, ben, j'ai envie de dire même le coffre numérique et le closier, il a même de l'intérêt avant pour l'élaboration du contenu du mandat. C'est vrai que je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Non, 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 Et mais je dans t'ai pas orienté nos... dans ce sens. Non, je sais bien, mais peut-être que aussi, pour que ce soit un peu plus palpable pour les personnes qui écoutent, c'est que on a parlé de l'élaboration du contenu du mandat avec le notaire, le mandataire et le demandant, et c'est que le closier que vous avez développé, nous, c'est ce qu'on voulait faire en quelque sorte à la base. On voulait justement avoir un contenu un peu plus étoffé. Désolé pour les éditeurs de logiciels de notaires, mais beaucoup plus étoffé que ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas pour le mandat de protection future dans les logiciels notariés actuellement, puisque comme c'est un mandat conventionnel, on doit pouvoir mettre des choses beaucoup plus larges. Donc, ce que vous avez développé, en gros, c'est ce qu'on voulait faire, mais en beaucoup mieux, parce que nous, on aurait eu peut-être des travaux un peu plus archaïques, alors que vous êtes vraiment allé loin dans la démarche de développement, justement, de cet outil-là. Et donc, pour ce qui est pour répondre à ta question, pour ce qui est comment dire, de l'accompagnement, du suivi du mandat avant l'activation, l'idée, c'est qu'on élabore donc une convention d'intervention avant activation du mandat, un peu barbare comme expression, mais concrètement, vous avez le mandat de protection future qui est signé. Vous savez que si à un moment donné, l'altération des facultés mentales du mandant elle est médicalement constatée, vous allez pouvoir activer le mandat. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que cet aléa ou que ce risque il se réalise ou non? Eh ben, il faut organiser des visites, il faut organiser justement
le suivi et la veille. En tout cas, le terme qu'on emploie et qu'on va employer, c'est un contrat de veille avant activation du mandat. Et l'intérêt de ce suivi-là, ce sera justement de pouvoir identifier à une certaine fréquence qui sera déterminée dans le contrat, quel est l'état de santé. Est-ce que la personne, est-ce que le mandant possède encore toutes ses facultés mentales, et puis surtout connaître à l'avance la volonté du mandat pour une fois le mandat activé. Et l'intérêt du coffre-fort numérique, c'est justement d'inscrire ces volontés-là, qu'elles soient figées, qu'elles soient conservées dans un endroit sécurisé, de sorte à ce qu'elles puissent être utilisées au moment de l'activation du mandat par le mandataire, notamment, qui pourra retracer en fait le fil et toute l'évolution de la volonté du mandant sur n'importe quel sujet, sur un bien immobilier, sur ses décisions personnelles, sur ses dispositions d'obsèques, voilà, sur vraiment tous les sujets protection des biens ou protection de la personne. Et tout ça, ça pourra être inscrit dans ce fameux coffre-fort et ce qui permettra de retracer la volonté de la personne. Ok, merci. Et du Et pour coup, le faire. est-ce qu'il y a un coût pour la personne? En fait, finalement, tu vas lui facturer cette intervention qui est en amont? Oui, le principe qui a été retenu, ça va être la même chose que pour la construction et l'élaboration du mandat, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les émoluments exceptionnels en considérant encore une fois ce montant-là comme un maximum et avec une modulation inférieure possible, donc c'est autour de 140 euros à l'heure. Et ensuite, voilà, libre à chaque mandataire d'adapter en fonction de la complexité du dossier et de la complexité des situations rencontrées. Donc l'idée, c'est que vous les voyez sur une période d'ici, voilà, ça peut être tous les ans, tous Oui, les. aujourd'hui, moi, là, ce que je pratique pour quelqu'un, pour les personnes qui ont plus de 80 ans, concrètement, hein, c'est une visite semestrielle. Alors, on s'est mis d'accord avec la personne, hein, on ne s'impose Mhm. pas, mais c'est-à-dire qu'on s'est dit dès l'élaboration du mandat que voilà, pour pouvoir assurer à peu près convenablement cette veille, il fallait envisager minima deux rencontres dans l'année. Ce qu'on a penser aussi en termes de méthodologie, c'est de ne pas faire peser la responsabilité de cette veille exclusivement sur le mandataire, mais c'est une fois le mandat signé, d'inclure un petit peu tout le monde dans la boucle. Donc, bon, le notaire, évidemment, mais il est déjà au courant, mais aussi le médecin traitant et les médecins spécialistes de la personne protégée en envoyant un courrier recommandé signé par le mandant, le mandataire, disant voilà, je vous informe qu'un mandat de protection future a été signé et que si un jour, dans le cadre d'une consultation, vous constateriez que j'ai une altération des facultés mentales, de mes facultés mentales, pardon, je vous autorise à interpeller, à solliciter monsieur un tel, mandataire judiciaire, pour lui en faire part, de sorte à lancer la Oui. procédure d'activation du mandat. En fait. On peut élargir ça au service d'aide à domicile Oui, s'il y en a, à la banque aussi, oui, voilà, tous les acteurs qui sont susceptibles d'identifier un problème, quoi, on va dire, en tant que. Et donc, une fois que le mandat est activé, comment sont calculés les honoraires? alors ça c'est pareil, désolé parce que c'est encore en phase de Mais, finalisation, donc pas forcément mais très en tout très cas, il y a des précis, mais honoraires, c'est sûr. oui, on ne fait pas ça, on ne fera pas ça Et il y a gratuitement. une vraie réflexion pour Ouais, construire une tarification dont pourra s'inspirer les mandataires, c'est ça? oui, qui sera aussi considéré comme un maximum. Pour faire très simple et très court, l'idée c'est qu'on garde ce qu'il y a de plutôt positif dans le calcul actuel, qu'on prenne ça comme base, en prévoyant une indexation du coût de référence. Ça parlera aux mandataires. Je ne Oui, vais pas rentrer dans les détails pour les autres parce que c'est un peu complexe. Mais l'idée, c'est d'avoir une tarification qui évolue tous les ans en fonction d'un indice. Donc d'avoir cette base-là de calcul et en plus avoir quelques actes spécifiques qu'on est en train de terminer de lister qui justifieront une rémunération supplémentaire. Donc on aura une d'accord. base qui est plus ou moins celle qu'on connaît actuellement et en plus, en fonction d'actes spécifiques, permettra une facturation supplémentaire.
Alors, dernière question, et puis bon, on a un peu dépassé le temps, mais je pense que tout le monde est encore là intéressé, donc je pose cette dernière question. Toi, si tu voyais les trois principaux avantages au mandat de protection future par rapport à, voilà, tu as l'habitude d'être désigné dans le cadre de mandat judiciaire, et quel avantage tu vois, toi, les trois principaux avantages euh, pour être désigné dans le cadre d'un mandat de protection future? Les avantages pour le Alors, mandataire ou pour vous, pour les les deux, le avantages mandataire, d'abord, les avantages, alors le mandant. pour le mandant, on s'en doute, c'est de trouver quelqu'un s'il n'a personne, mais côté mandataire, toi qui vois, enfin, l'avantage que toi tu vois, aussi bien en tant que pour le mandant que pour le mandataire, mais aussi pour le mandant, toi tu as la vision de voir que Oui, c'est non, mais plus puis intéressant. c'est lié. Bah, en fait, ça parlera sûrement au mandataire judiciaire, mais concrètement, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce constat de mesures de protection judiciaire ils nous sont confiés de plus en plus dégradées. C'est-à-dire que souvent, les proches ou l'entourage attendent un petit peu le dernier moment avant de demander une mesure de protection judiciaire. Et finalement, nous, on intervient dans une situation particulièrement dégradée, ce qui vient complexifier d'autant plus notre intervention. Alors que là, dans le cadre d'un mandat de protection future, en fait, la personne demandant, vous la connaissez depuis potentiellement déjà quelques années, vous avez déjà pu suivre au long cours un petit peu l'évolution de sa situation, d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue de sa santé. Et en fait, c'est le moment de l'activation, c'est continuité de votre suivi avec des missions, pour le coup, qui s'officialisent pour vous et qui se concrétisent. Mais vous n'avez pas, déjà, il n'y a plus de risque de se retrouver avec des situations extrêmement dégradées, ce qui est 90%, si ce n'est plus, de nos problèmes aujourd'hui. Alors, évidemment, avec la question de l'altération des facultés mentales qui vient mettre en difficulté le suivi, mais c'est vraiment ça pour moi le principal avantage, c'est d'avoir pu anticiper et simplement que l'activation du mandat soit une formalité dans le processus de protection. Et de connaître déjà la personne aussi. Déjà la personne, donc en fait tout devient beaucoup plus facile dans la mesure où aujourd'hui, souvent notre but c'est de recueillir la volonté de la personne et de la faire respecter. Et forcément, les personnes plus ou moins bienveillantes de l'entourage, alors familial ou pas que, hein, vont nous dire mais non, il n'a jamais dit ça, c'est pas ça qu'il voulait. Il m'avait dit depuis des années qu'il me donnerait tant. Enfin voilà, c'est des choses qu'on entend un petit peu tout le temps. Là, l'avantage en fait, c'est que vous savez si ce genre de choses est vrai ou pas, parce que vous connaissez la personne depuis longtemps et que vous-même, vous étiez déjà dans la situation depuis longtemps et que vous êtes vous-même en capacité de reconstruire la volonté de la personne exprimée avant la vulnérabilité. Si les émoluments du mandat de protection future sont déductibles des revenus comme les émoluments, pardon, en curatelle ou en tutelle. Je n'ai pas osé répondre parce que j'avais peur de répondre à côté. Alors, Voilà. je vais la reprendre. Je te la laisse. Euh, Du coup, est-ce que les émoluments c'est-à-dire en gros la Ah oui, ok, rémunération. ok, ok. La rémunération dans le mandat, est-ce que c'est déductible Alors déjà, des revenus? est-ce que la rémunération en curatelle, en tutelle est déductible fiscalement, Thomas? Oui, oui, oui. Alors c'est imputable sur En fait, il faut le déduire du montant à déclarer avant même l'application des 10%. En gros, il ne faut pas le déclarer dans la case 6DD, pour ceux qui connaissent. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, c'est une très bonne question. Moi, de mon point de vue, cette disposition ne s'applique pas en mandat de protection future. Mais cette question étant très C'est une bonne question. intéressante, Je je vérifie ça. vais, je Faut se vais renseigner. me, on va bien la noter et on va bien vérifier sur cette déductibilité. Euh, voilà. Je pense que c'est une très bonne question. Je ne suis pas En- certaine. Je pense que malheureusement, c'est non, mais il faut aller vérifier comment J'aurais quand même tendance à dire que oui, mais à revoir parce que en fait, ce OK. qu'ils font dans le Code général des impôts, l'imputabilité, c'est le fait que ce soit des dépenses liées à la conservation d'un revenu. Et en fait, la mesure de protection est assimilée à un D'accord. moyen pour le. Ouais, C'est pour ça que ça a été oui, c'est déductible. Bah, c'est dans ce ça. cas-là, effectivement, il n'y a aucune À raison que mon ça ne le soit avis, pas.
Ouais, par analogie, je pense que ça marcherait. Mais effectivement, à vérifier comment c'est écrit, c'est une bonne question. Oui, mais c'est une très bonne question. Nous aussi, on va vérifier. On va vérifier tous ensemble. Donc, c'est parfait. Y a-t-il d'autres questions? Voici qui pourra faire l'objet d'une question au gouvernement par sollicitation de nos élus pour interpréter l'article 13 du CGI. Merci pour la remarque. Alors, vont-ils s'ajouter au coût facturé par le notaire qui assurera le contrôle annuel? Oui, effectivement, les honoraires de toute façon, les émoluments du notaire sont dus quoi qu'il arrive. Donc après, tout intervenant professionnel qui viendrait se rajouter sera effectivement lui aussi facturé à la personne et pris en charge par la personne, c'est certain. Mais finalement, c'est pas très différent de ce qui se passe en matière en matière de mesures judiciaires. Ben, la personne prend en charge elle aussi sa mesure. Nous, le seul bémol que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il ne peut pas y avoir de prise en charge partielle des honoraires du mandataire professionnel en mandat de protection future. Ça veut dire que ça va quand même, honnêtement, disqualifier le mandat de protection future pour les personnes qui doivent désigner un professionnel et qui n'ont pas spécialement les moyens de le payer, ce qui est dommage, à mon avis, ce qui est vraiment dommageable. Et il n'y aurait pas grand-chose à modifier dans le texte pour pouvoir prévoir une prise en charge financière. Mais à mon sens, c'est peut-être un peu tôt pour que l'État prenne ce virage. Voilà. Après, du coup, peut-être que les émoluments du notaire peuvent être aussi déduits des impôts. Il n'y a pas de raison, parce qu'ils vont dans le même sens. Ils sont là aussi indirectement Ouais. donc, ce serait un point peut-être à vérifier aussi. Comment candidate-t-on pour être dans l'annuaire, Thomas? C'est une des questions. Alors, on va communiquer sur une fiche en fait aux adhérents. Boisard, c'est Sandra. Bon, j'imagine que c'est peut-être Sandra, mais peut-être que c'est pas celle que je connais, donc je vais pas. Ah oui, bon, on peut se tutoyer. Oui, c'était. En fait, on va envoyer une fiche d'inscription. Concrètement, il y a quelques conditions qui seront exigées. C'est évidemment d'être adhérent à la FNMJ, de s'engager à suivre la formation qu'on va faire certainement sur une journée entière, qui sera divisée en deux parties, avec le matin la construction du mandat, j'ai un petit peu expliqué brièvement tout à l'heure, hein, c'est-à-dire comment on aborde le premier rendez-vous, comment on construit le contenu du mandat, avec l'outil développé par Droit Quotidien et avec le notaire. Et une fois signé, ça, on basculera plutôt, je pense, vers l'après-midi sur comment on exerce le mandat de protection future. Vraiment, il ne va pas y avoir des exigences très, très élevées, c'est plutôt des exigences de bon sens. Hein. Ce sera l'adhésion à la fédération et s'engager à pratiquer la grille tarifaire, quand même, c'est important. Pratiquer la grille tarifaire et s'engager à respecter la méthodologie d'exercice qu'on va suggérer à travers cette formation. Alors, on me demande quels sont les outils développés pour les mandataires, les mandants. En fait, alors nous, ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est un outil qui va faciliter la rédaction du mandat et qui va permettre aux mandants d'exprimer toutes ses volontés. Donc, il y a plein de petits questionnaires. C'est une plateforme avec des questionnaires qui permettent d'exprimer tout un tas d'informations sur sa vie personnelle et sur son patrimoine. Et une fois qu'on a complété ces questionnaires, en fait, on a un outil qui permet de générer tout ça en PDF et de signer numériquement par signature avancée. Donc, et ces documents sont conservés dans la plateforme et le mandataire pourra y accéder et peut y accéder à partir du moment où le mandant lui en donne l'accès. Par son propre espace, en fait, il a ses propres connexions avec ses propres codes. Voilà, il peut accéder à toutes ces informations. Donc, l'idée, c'est que c'est une plateforme qui va permettre aux mandataires d'accéder à des informations qui auront été préalablement saisies et signées par le mandant. Voilà, en gros. En amont de tout ça, on a créé un énorme closier qui permet de faciliter la rédaction d'un mandat de manière plus, on va dire, étoffée et détaillée que ce qui peut être fait, on va dire, classiquement par un logiciel métier de notaire. Voilà.
Et on est vraiment axé mandat de protection future notarié. Bon. En tant que professionnel qualifié pour le contrôle, cet annuaire sera une bonne source pour contacter les MJPM dont nous avons peu de coordonnées. Oui, c'est bien. C'est ce qu'on disait, c'est qu'on a du mal à effectivement. Est-ce qu'il y a la notion de secteur au niveau du département, comme notre agrément, en fait? Est-ce que quand on est sur un département limitrophe, on peut envisager d'être sur l'annuaire aussi du département d'à côté, même si on n'a pas l'agrément sur ce département-là? Techniquement, il n'y a pas cette limitation, hein. Donc, effectivement, vous pouvez habiter en tant que mandataire à Cherbourg et être désigné par un mandant à Nice. Après, le problème, c'est plutôt l'effectivité de l'exercice du mandat. C'est qu'avec des distances aussi importantes, je pense que ça ne paraît pas raisonnable. Mais effectivement, par rapport à votre exemple, sur une proximité vraiment départementale dans laquelle vous n'auriez pas un agrément, oui, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas du tout un obstacle aujourd'hui. C'est ça. Oui, je parlais de Oui, non, mais je me départements doute bien. limitrophes, hein, parce que, Ouais. Mais parce que après, il ça peut y arrive. avoir aussi, vous voyez, nous, on a le cas, on a un monsieur qui habite dans une région et qui a des biens dans une autre région et il veut confier la gestion des biens qui sont dans cette autre région à un mandataire. On serait plutôt enclin à l'orienter vers un mandataire qui se trouve à proximité des biens plutôt que, voilà. Mais c'est vrai que des fois, en même temps, c'est difficile parce qu'il faut aussi qu'il voit la personne. Donc, voilà. Donc, quand on a ces situations-là, on peut se poser la question de est-ce qu'on prend un mandataire où se trouvent les biens ou voilà. Donc après, ça va être au cas par cas, hein, mais la personne, elle est libre de choisir son mandataire n'importe où et donc même si on va dire l'annuaire précise des départements et vous pourrez être contacté peut-être pour un autre département, vous savez pas, voilà. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Ok, Oui. ben oui. Merci. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions et sachez qu'il y a quand même beaucoup de notaires et voilà, de particuliers qui sont extrêmement désespérés de ne pas pouvoir facilement trouver des mandataires. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez une mission importante à remplir. Pour ça, il y a un vrai besoin qui est exprimé. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt peut-être. À très bientôt Thomas. Merci encore. Au revoir. Et merci Elodie.